Bonjour et bienvenue dans le monde des petits colibris, le podcast où on explore des sujets profonds et enrichissants qui nous aident à mieux comprendre le monde et nous-mêmes. Je m'appelle Jessica et je te remercie de t'être arrêtée sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène psychologique très répandu mais souvent mal compris, le syndrome de l'imposteur. Dans ce podcast, nous allons voir qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur, pourquoi tant de personnes, même celles qui semblent accomplies, ressentent-elles un doute profond quant à leurs compétences et leur réussite. Au fil de cet épisode, nous allons explorer les racines de ce sentiment, ainsi que l'étude de certains experts, et découvrir les clés pour s'en libérer. Et pour rendre cela plus interactif, je vous ai préparé toute une série de questions afin que vous puissiez réfléchir à votre propre expérience. Allez, c'est parti! Première partie. Le syndrome de l'imposteur, de quoi s'agit-il? Le syndrome de l'imposteur, c'est ce doute persistant qui vous fait croire que vous ne méritez pas vos réussites ou que vous avez trompé tout le monde et qu'un jour, on va découvrir que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce phénomène a été étudié la première fois par les psychologues Pauline Rose Clance et Suzanne Imes dans les années 1970. Elles ont découvert que ce phénomène touche particulièrement plus les femmes, bien que les hommes n'en soient pas exempts. Le problème avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il rend difficile de célébrer nos succès. À la place, on attribue ses réussites et ses succès à des facteurs externes comme la chance ou à une simple coïncidence. Mais d'où vient ce sentiment d'imposture? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la partie 2 avec l'avis des experts. Pourquoi nous nous sentons imposteurs? Pour mieux comprendre ce sentiment d'imposture, nous allons explorer ensemble les travaux du docteur Valerie Young, une experte reconnue sur le sujet et autrice du livre The Secret Through of Successful Women. Désolée, j'ai pas l'accent anglais. Elle identifie donc 5 types de profils associés au syndrome de l'imposteur. Découvrons-les ensemble et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans l'un de ces profils. Le premier, encore ce perfectionniste. Moi, j'avoue, le perfectionniste, j'ai bien travaillé dessus, et je peux vous dire que quand même parfois, les perfectionnistes me comprendront. Quand on est hyper exigeant et tout, en fait, on n'en finit pas, quoi. C'est dès qu'on attaque une tâche, qu'on veut faire un projet ou quoi que ce soit, ça devient tellement un bourreau là, à vouloir toujours faire tout parfaitement, que du coup le perfectionniste, franchement, si vous pouvez lui faire fermer un peu sa bouche, ça serait pas mal, quoi. Parce que je vous avouerai que depuis que moi je lui ai fait taire là-dedans là, comment ça me soulage, c'est un vrai bonheur, quoi. Donc, allez, on va regarder le trait du perfectionniste, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien lui, comme je vous l'expliquais, il passe la barre incroyablement haute, d'où pour lui une petite erreur peut tout remettre en question, et c'est là où c'est insidieux, je sais plus. C'est que lui, le perfectionniste, va se concentrer davantage sur ce qui aurait pu être mieux que sur la réussite. Et du coup, ça crée forcément une pression constante et une insatisfaction chronique. Alors, la question à se poser, ai-je plutôt tendance à m'attarder sur les erreurs, même insignifiantes, plutôt que de célébrer mes petites réussites? Passons maintenant au deuxième profil, le super-héros. Alors le super-héros, lui, se traduit plutôt par un besoin insatiable de travailler davantage pour prouver sa valeur. Et là, par contre, ces personnes qui sont plus sur ce type de profil vont plutôt associer leur réussite à la quantité du travail qu'ils ont effectué. Et souvent, et même malheureusement, au détriment de leur santé mentale et de leurs relations. Et la petite question à se poser, si vous êtes dans ce type de profil, est-ce que vous êtes stressé dès l'instant que vous prenez une pause? Et ça me fait penser que là, ces derniers temps, j'ai réussi à me foutre la paix et je rentrerai bien un petit peu dans ce petit profil du super-héros, parce que c'est vrai que si dans une journée je n'ai rien fait, j'ai l'impression que je n'ai pas été productive. Croyance limitante.
et que du coup, j'ai perdu ma journée, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Allez, on passe au troisième profil, l'expert. Alors lui, l'expert, il pense qu'il n'est jamais assez qualifié. Il est toujours en quête de nouvelles compétences. Il évite les opportunités tant qu'il n'a pas acquis une certaine forme de maîtrise sur tous les aspects. Il a souvent cette peur constante d'être découvert comme incompétent, ce qui peut l'empêcher d'avancer. Et la petite question à se poser pour ce type de profil, c'est: ai-je tendance à croire que je dois tout savoir avant de me lancer dans un projet? Ensuite, le quatrième profil, c'est le soliste. Alors, pour celui-ci, j'aime bien parce que je me reconnais aussi là-dedans, c'est celui qui a de grandes difficultés à demander de l'aide. Car pour lui, il considère que c'est comme une faiblesse et encore une croyance limitante. Du coup, le soliste, il préfère faire tout seul, même lorsqu'il est clairement submergé. Et du coup, la petite question à se poser, c'est: est-ce que je crois que tout réussir seul est la seule preuve de ma compétence? Ensuite, le cinquième profil, c'est le génie. Alors, pour le génie, pour lui, tout devrait être rapide et facile. Si quelque chose nécessite trop d'efforts ou d'apprentissage, alors il en conclut qu'il n'est pas à la hauteur. Et ce sentiment peut entraîner de la honte après un échec ou un revers. La petite question à se poser pour ce type de profil: ai-je honte de demander de l'aide ou d'avoir besoin de plus de temps pour réussir? Bien évidemment, ces types de profils ne sont pas figés dans des cases. Nous pouvons tous, à différents moments de nos vies, ressentir ces différentes dynamiques. L'essentiel est de les reconnaître et d'apprendre à les apprivoiser. Je vous propose un petit exercice introspectif. Identifiez si vous vous retrouvez dans l'un de ces profils. Quelle stratégie pourriez-vous adopter pour vous en libérer? Par exemple, les perfectionnistes peuvent apprendre à célébrer leurs accomplissements, tandis que les solistes peuvent s'entraîner à demander de l'aide, même pour de petites choses. Passons maintenant au psychologue renommé et expert du syndrome de l'imposteur, Kevin Cokley, qui met en lumière les mécanismes sociaux et culturels qui amplifient ce phénomène, notamment parmi les populations minoritaires. Le psychologue Kevin Cokley explique que le racisme, les stéréotypes et les attentes sociales élevées jouent un rôle clé dans le renforcement des sentiments d'imposture chez les personnes de couleur. Dans des environnements compétitifs, ces personnes sont souvent confrontées à une pression accrue pour prouver leur légitimité, ce qui peut conduire à internaliser des doutes et à se sentir isolé. Cokley souligne donc l'importance de reconnaître ces dynamiques pour mieux les combattre et créer un environnement beaucoup plus inclusif. Mais alors, comment peut-on combattre ce sentiment destructeur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la partie 3, des clés pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Yeah! La bonne nouvelle, c'est que l'on peut tous s'en libérer. Et voici quelques pistes suggérées par des experts. Et comme souvent, il faut d'abord reconnaître le problème, puisque nommer ce sentiment, c'est déjà un grand pas vers sa dissolution. Ensuite, vous pouvez partager vos doutes. N'hésitez pas à parler de vos sentiments à quelqu'un de confiance. Vous pourriez être surpris de voir à quel point les autres, même ceux que vous admirez, ont ressenti la même chose. Ensuite, vous pouvez célébrer vos réussites. Apprenez à apprécier vos petites victoires et à les célébrer. Cela vous aidera à changer la perception que vous avez de vos compétences. Puis vous pouvez aussi repenser vos échecs. D'ailleurs, sachez que, dans ma vérité, il n'y a pas d'échecs, il y a juste des apprentissages. C'est tout. L'échec n'existe pas. Les erreurs et les échecs sont inévitables et font partie de l'apprentissage. Plus vous accepterez que vous pouvez échouer sans perdre votre valeur, plus vous renforcerez votre confiance. Et pour approfondir un peu plus ce sujet, nous arrivons déjà à la série des questions, à la 4e partie, pour savoir où vous en êtes avec ce fameux syndrome de l'imposteur.
Prenez quelques instants pour y répondre, que ce soit dans votre tête ou en les notant. Cela vous aidera à réfléchir à votre propre rapport avec le syndrome de l'imposteur. Première question, avez-vous déjà ressenti que vos succès étaient dus à la chance ou à des circonstances extérieures, plutôt qu'à votre propre talent ou travail? Pouvez-vous décrire une situation précise? Deuxième question, quel est le plus grand accomplissement de votre vie et comment vous êtes-vous senti après l'avoir atteint? Fier ou envahi de doutes? Troisième question, lorsque vous recevez un compliment sur votre travail, avez-vous tendance à l'accepter ou à minimiser vos efforts? Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Quatrième question, vous arrive-t-il de penser que d'autres sont plus qualifiés que vous, même si vous avez les mêmes compétences? Et pourquoi? Cinquième question, le perfectionnisme joue-t-il un rôle dans vos doutes? Vous arrive-t-il de vous blâmer à la moindre erreur? Aïe, t'as mal fait ce truc, va falloir que tu recommences, y en a marre de tes conneries, qu'est-ce que c'est que ce travail? Tu peux mieux faire, non? Oui. Oui, je voulais juste faire mon truc, c'est tout. Sixième question. Avez-vous déjà parlé de vos doutes avec quelqu'un? Comment cela vous a-t-il aidé? C'est très important de se confier à d'autres personnes, hein. Surtout dans tout ce qu'on traverse, avec tout ce qu'il y a là-dedans dans notre tête et tout. On s'aperçoit souvent qu'en parlant avec d'autres personnes, on n'est jamais seul. On subit tous, c'est vrai, on subit tous. Septième question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se sent imposteur? Moi, mais fous-toi un peu la paix, tu vois pas que t'es un peu trop dur avec toi-même et tout, mais tu as le droit des fois de pas faire les choses parfaitement, moi je te le dis, hein, t'inquiète, hein. Tout est ok, hein. Le principal c'est de l'avoir fait, d'avoir osé faire au moins ça. Et puis, nous on est parfait. Huitième question. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes ressentent plus le syndrome de l'imposteur que d'autres? Est-ce lié à l'environnement ou à l'éducation? Là, j'entends un petit, là, qui a eu, je sais pas, peut-être, allez, 17 en match, j'en sais rien, tu vois. Et puis j'entends le padré ou la madré qui dit « Quoi? 17? Mais tu te rends compte? T'aurais pu mieux faire !» L'exigence. L'exigence. Neuvième question. Le syndrome de l'imposteur peut-il parfois être bénéfique en nous poussant à nous dépasser ou est-ce toujours une source de stress? Ça, c'est une question. Hein. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Hein. Parce que c'est vrai que des fois, se coller une petite pression pour pouvoir avancer, comme on dit, le petit coup de pied au... Hein, c'est vrai que ça peut être une impulsion. Mais quand il devient tout le temps là, quand il est tout le temps là, et qu'il devient le petit père fouettard là, je sais pas trop. Faut toujours savoir doser, ce juste équilibre, t'as vu? Et dixième et dernière question, quelle petite victoire pourriez-vous célébrer davantage pour contrer ce sentiment? Moi je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai célébré une. Je me suis foutu la paix et j'avais plus de voix qui me disait « Ah, culpabilise, tu ne fais rien. Culpabilise, ta journée, elle n'a pas été amortie, tout. » Mais ça a été bizarre, parce que j'étais en mode tout mou. Et puis je me disais « Ah, mais c'est ça, se foutre la paix, sans rien entendre et tout. Ah, mais c'est trop bon en fait. Et c'est tellement libérateur. » Et donc, ça, c'était ma petite victoire. Et du coup, avec toute cette petite question, c'est une excellente manière de pouvoir prendre du recul sur votre propre expérience, puisque le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité en soi, et parfois une simple prise de conscience peut amorcer un véritable changement. Passons à la cinquième partie, suggestion de livres. Alors pour ceux qui souhaitent aller plus loin, voici 3 livres qui peuvent vous aider à comprendre et à combattre ce sentiment. Alors, le premier livre que je vous propose, Le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles, qui est un ouvrage coécrit par Elisabeth Kadosh et
Anne de Mortallo, publié en 2018. Donc ces auteurs y explorent le défi de confiance en soi qui touche de nombreuses femmes, se manifestant par des doutes obsédants, une peur constante de l'échec, une autodévalorisation et un sentiment d'illégitimité. Elles analysent comment ces sentiments, souvent regroupés sous le syndrome de l'imposteur, impactent particulièrement la vie professionnelle des femmes. Ce livre combine des informations, des études scientifiques, des témoignages et des interviews pour fournir des clés permettant de prendre conscience de sa valeur et de surmonter ce syndrome. Les auteurs proposent une stratégie pour s'affranchir du regard des autres, pour apprendre à s'aimer, pour transformer ses faiblesses en force et oser dans divers domaines de la vie, que ce soit en couple, à la maison ou au travail. Elles abordent également l'importance d'élever les filles dans la confiance en soi. Cet ouvrage s'adresse à toutes les femmes, y compris celles qui doutent depuis l'enfance, en leur offrant des outils pour apprendre à croire en elles et à développer une confiance en soi plus durable. Ensuite, comme deuxième livre, je vous propose La confiance en soi de Charles Pépin, philosophe et écrivain français qui a été publié en 2018. Et dans ce livre, Charles Pépin explore les mécanismes de la confiance en soi en s'appuyant sur des exemples tirés de la philosophie, de la psychologie et de la vie quotidienne. Il met en lumière comment l'audace, l'expérience et l'acceptation de ses imperfections contribuent au développement de cette confiance. L'auteur souligne que la confiance en soi se construit par l'action et l'apprentissage de nos échecs. Il affirme que la confiance en soi vient de l'audace de se lancer et d'apprendre de ses échecs. Charles Pépin propose une approche philosophique accessible, invitant le lecteur à embrasser l'incertitude et à voir les erreurs comme une opportunité de croissance. Ce livre est structuré en chapitres thématiques, chacun offrant des clés pour renforcer sa confiance en soi, telles que cultiver des relations positives, s'entraîner régulièrement, s'écouter, s'émerveiller, prendre des décisions et passer à l'action. Cette approche holistique vise à aider le lecteur à développer une confiance authentique et durable. L'ouvrage La confiance en soi a bien été accueilli par la critique, salué pour sa clarté et sa pertinence. Il est disponible en format papier et numérique et peut être trouvé dans des librairies ainsi que sur des plateformes en ligne. Et ensuite, je vous propose un troisième livre, Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi. C'est un ouvrage de Christophe André, psychiatre et psychothérapeute reconnu, et dans ce livre, il explore en profondeur le concept de l'estime de soi et propose des méthodes pour la développer et la renforcer. L'auteur souligne l'importance d'accepter ses imperfections et de se libérer du perfectionnisme pour atteindre une vie plus épanouie et sereine. Il offre des conseils pratiques et des réflexions pour aider les lecteurs à mieux se comprendre et à s'aimer tels qu'ils sont. Puisque la vraie estime de soi est d'accepter que nous ne sommes pas parfaits, c'est un peu ce qui résume l'idée centrale de ce livre, selon laquelle l'acceptation de soi, avec ses forces et ses faiblesses, soit l'épaule en dormance ou à améliorer, est essentielle pour mener une vie libre et heureuse. Et j'en arrive déjà à la conclusion, où j'aimerais pour finir vous laisser avec une petite réflexion, parce que j'adore vous laisser avec plein de questions. La prochaine fois que vous vous sentirez imposteur, demandez-vous ceci. Si quelqu'un d'autre était à ma place, que penserais-je de son travail ? Cela pourrait vous aider à voir vos réalisations sous un autre jour. Bon voilà, c'est déjà fini, hein. Je te remercie pour avoir regardé ou écouté ce podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre ce fameux syndrome de l'imposteur, ou d'ailleurs je dois encore travailler dessus. Et surtout à réfléchir à des moyens pour le surmonter. Courage, je suis de tout cœur avec toi si tu es dans le même cas. Eh bien, avant de partir, partagez vos réponses dans les commentaires là en dessous là, ainsi que votre expérience.
Bien évidemment, ça serait cool si tu t'abonnes à la chaîne, si tu mets un petit j'aime, parce que ça donne un peu de la force, t'as vu, à mon travail, et puis une certaine forme de reconnaissance en me disant je ne fais pas ça pour rien aussi, hein, même si je le fais par plaisir, bien évidemment. Et avant de te quitter, eh bien n'oublie pas que tu es plus compétent et plus légitime que tu ne le penses. Allez, je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi et de tes proches, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye!